Alors, je ne m'attendais pas à être présenté aussi comme écrivain. Et j'ai pas mal de gens, en fait, qui, lorsque je suis devenu psychanalyste, m'ont dit, mais tu as changé du tout au tout. C'est-à-dire que la nomination d'écrivain, voilà, ce soir, on va accueillir un écrivain. Et cet écrivain, on ne peut pas le mettre à côté du psychanalyste, comme si l'un et l'autre ne pouvaient pas coexister. Alors que chez moi, l'un a amené l'autre. Un bon roman, et je ne crois pas que forcément que mes romans soient bons, c'est justement un roman qui sait manier la psychologie qui en est son air. La psychologie des personnages, l'évolution des personnages, la manière dont les personnages rencontrent des obstacles. En tout cas, moi, l'écriture m'a aidé à symboliser, via l'imaginaire, des choses qui sont devenues réelles à travers le livre. C'est très bizarre d'avoir un livre, pour la première fois, édité de ce qui vient du fantasme et qui passe par la symbolique de la narration. Aujourd'hui, j'anime un atelier d'écriture thérapeutique, d'ailleurs, à l'hôpital Saint-Antoine, avec des patients atteints de dépression, pour justement leur permettre d'ouvrir leur capacité émotionnelle dans le cadre d'une narration, avec l'objet cadre qui est la feuille blanche. Voilà. Ceci dit, donc oui, le livre que j'ai édité s'appelle « Petit manuel de contre-radicalisation avec un S », et qui a été effectivement présenté à l'EPHEP. Ce n'est pas vraiment le moment d'en parler. En revanche, dans ce que j'ai développé, vous allez voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de la radicalité quand on prend un terme comme la science et qu'on se l'accapare, qu'on se l'approprie pour justifier l'inverse, c'est-à-dire des croyances. Donc je vais reprendre un petit peu, parce que je me suis un petit peu nourri de ce qui a été dit là, notamment sur la description du fait scientifique par Paul-Laurent Assoun, les Copernic, Darwin, Freud de Gorin Amarantey, évidemment à manier avec un peu d'ironie dans ce qu'on veut développer. Landman pour ce qu'il dit, c'est-à-dire attention, on peut faire jouer la pulsion. Et pour l'instant, on n'a pas découvert le gène du TPSD. Non, mais on a découvert le gène de la dépression. Donc l'important, ce n'est pas le gène, l'important, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire c'est l'expression du gène. C'est-à-dire que même si un jour, et c'est pas probable, on trouve le gène du TPSD, ça ne veut pas dire, et ça ne justifie en aucun cas, le fait de devoir prendre un médicament, c'est-à-dire de passer au-delà du travail de la pensée pour comprendre le symptôme. Un symptôme réduit à son gène, c'est une forme de radicalité. Donc, il y avait ça, il y avait aussi voilà, l'idée aussi de prendre une pilule quand ça ne va pas. Là aussi, on fait sauter le travail de la pensée, la remise en question, qui touche en fait, à mon avis, quelque chose de très important dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'éducation. C'est très difficile d'interroger les gens sur leur éducation. Autant ils comprennent que l'éducation des enfants est un problème majeur, ils vont même voter pour les hommes politiques qui ont des programmes liés à l'éducation, autant parler de leur propre éducation, c'est un peu tabou. Donc si j'ai un problème, c'est les gènes, c'est la société, c'est ailleurs. Hein. C'est l'autre qui me l'a légué, ou c'est dans ma confrontation à l'autre, mais c'est évidemment pas dans mon autogenèse, dans ce qui fait que je suis un sujet. Et cette idéologie-là, elle peut s'exprimer de différentes manières. Là, ce que je vais développer, c'est justement comment cette idée de la science a un rapport avec la psychanalyse, notamment depuis la Renaissance. Alors, et oui, et aussi Gérard Pommier qui parlait du puits. Du chaos, en fait, il avait peur dans lequel on avait peut-être sombré à cause de cette problématique de la scientificité. Et ce qui est intéressant, c'est que Freud voit le chaos, en tout cas il voit la société comme celle qui va répondre au chaos. Donc on voit bien que la problématique de la scientificité, c'est une problématique éminemment sociale, je dirais même sociétale. C'est-à-dire que c'est elle qui va ou non répondre au chaos. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce chaos-là,
bizarrement, il peut aussi se revenir dans l'accaparation et l'appropriation du mot science, du signifiant science, par les groupes radicalisants. Ce que fait, par exemple, les djihadistes, ce que font les djihadistes, mais aussi les frères musulmans ou les salafistes, c'est de justifier toutes les découvertes scientifiques à travers le Coran. Tout est déjà incréé. Mais on peut retrouver cette même traduction du fait scientifique très radicale chez les juifs ultra-orthodoxes avec la Torah et chez les chrétiens ultra-rigoristes avec la Bible. Mais revenons au thème d'aujourd'hui sur la scientificité de la psychanalyse. Donc il n'y a qu'à voir grandir un enfant partout dans le monde et dans le temps pour comprendre que l'identification, le désir oedipien de se marier avec son parent, de rester collé à lui, l'opération castratrice qui peut venir du père quand il sépare l'enfant du corps primaire qu'il formait avec sa mère, ou que le stade du miroir sont des réalités tangibles à la construction de sa psyché. C'est un fait qui dépasse les frontières, dépasse la temporalité. Et pourtant, l'analyse de celle-ci, c'est-à-dire l'analyse de la psyché, la psychanalyse, n'aurait aucune valeur scientifique. La science, qui est l'ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet et une méthode, comme on l'a dit, fondée sur des observations objectives, vérifiables et reproductibles, ne serait pas concernée par la psychanalyse. Pourtant, aucun des mots-clés, donc ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'identification, l'opération castratrice, le sable du miroir, qu'on peut observer à maintes reprises, qu'on peut voir se répéter dans l'espace et dans le temps, aucun de ces mots-clés, névrose, identification, Oedipe, ne porte aujourd'hui le nom d'une loi qui pourrait être enseignée, notamment à l'école, comme celle de l'attraction théorisée par Newton, celle de l'évolution théorisée par Darwin. Il n'y a pas, jusqu'à ce jour, de loi du refoulement théorisée par Freud. On va opérer un syllogisme. Les mathématiques sont inséparables de la science. On ne peut pas mathématiser la psychanalyse. Ça a essayé, mais pareil. La psychanalyse n'est donc pas une science. Pourtant, les progrès des mathématiques sont exponentiels. Notamment avec l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, il sera peut-être possible de mathématiser la psychanalyse. Est-ce qu'un robot humanoïde, déjà doté d'une personnalité juridique, pourra accéder au statut d'être humain sans qu'il n'ait d'inconscient? Ou ce robot humanoïde, rêvé par les transhumanistes, existera-t-il ex nihilo, sans éducation, sans croissance, et se souviendra-t-il de chaque seconde de son existence sans nécessité de rêver, sans capacité de lapsus? Ces questions se posent déjà, et la psychanalyse aura peut-être un avenir qu'on ne soupçonne pas au sein du champ scientifique, notamment pour séparer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. À ce titre, je ne peux que vous conseiller de regarder ce qui se passe dans la littérature transhumaniste, qui a l'air un petit peu exotique comme ça, et on a l'impression que bon, c'est juste des personnes qui sont un peu illuminées, mais elles ont une influence qui est partie de la Californie et qui devient mondiale avec les GAFA, Google, Facebook, etc., et qu'il ne faudrait pas mettre de côté. Et bizarrement, je pense que leur rencontre avec l'être humain va mettre en valeur les bienfaits, en tout cas l'apport de la psychanalyse, c'est-à-dire ce qui concerne le sujet. Pour le moment, la psychanalyse a l'air d'être la mal-aimée de la science, rejetée de l'université et de la psychiatrie. Pourtant, forte de sa réflexion sur le phallus, elle aurait un mot à dire sur la division de la science en deux. Science dure, science molle. La science dure étant la plus complète, la plus illustre, la plus efficace. Et la science molle, à peine considérée. Donc la psychanalyse ne serait même pas molle. Elle serait quoi alors? Une science flasque. Est-ce que c'est pas ça qui nous dérange un peu? N'avons-nous pas un problème avec cette non-reconnaissance
de la loi scientifique? Serions-nous pris dans une lutte oedipienne contre cette loi paternalisante édictée par les scientifiques qui nous rejettent? Et ne serait-ce pas pour cela que nous chérissons les psychiatres, psychanalystes, que nous les pointons du doigt comme des véritables fétiches? Mais revenons à la difficulté historique dans laquelle se trouve la psychanalyse vis-à-vis de la science. Parmi les multiples révolutions, et justement Gorana Mananti en parlait, qui nous ont traversé ces derniers siècles, qui nous séparent de la Renaissance, les plus traumatisantes sont celles qui ont prouvé que la Terre n'était pas au centre de l'univers, que l'homme descendait du singe, et en fait que l'homme ne pouvait pas se connaître. Il y avait un autre, un inconscient, se connaître. Il peut faire l'effort d'apprendre à se connaître, mais il ne peut pas se connaître totalement. Il n'est pas défini par sa conscience. De ces trois traumatismes, traumatisme pour la croyance et la paresse de la pensée, cette dernière découverte est celle qui est peut-être le plus dur à accepter aujourd'hui. C'est pourtant la plus simple, déjà formulée par Socrate: ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Il y a donc un vide, un trou, un manque très lacanien, et qui sera la marque même de la Renaissance dès le XVe siècle, qui va entraîner une soif de connaissance jamais vue dans l'histoire de l'humanité, et qui va voir la suprématie grandissante de la science. Une des preuves, c'est qu'en 1525, pour la première fois, Salviati, qui dessine des cartes, qui est géographe, dessine sa compréhension du vide est limitée par sa foi. Dieu n'a pas pu, dans la Bible n'a pas pu omettre le fait qu'il y restait encore un autre continent. Ce n'est pas possible. Donc il n'a pas découvert. C'est Améringo qui, lui, va parler de la découverte d'un nouveau continent, et c'est lui qui finalement va donner son nom aux Amériques. Sinon ça s'appellerait la Colombie. Et ça, je trouve que c'est assez parlant, cette idée, en fait, qu'il y a un vide qui va appeler une soif de connaissances. En Inde, au Moyen-Orient, aux Amériques, presque toutes les expéditions militaires quittant l'Europe pour ces lointains rivages embarquaient des savants venus faire des découvertes scientifiques. Napoléon, quelques siècles plus tard, a emmené 165 savants en Égypte. Charles Darwin, dont on a parlé, a accompagné la Royal Navy et le HMS Beagle, qui lui a d'ailleurs permis de faire ses découvertes, notamment en regardant, en étudiant les îles Galapagos. Mais qu'on parle de l'inconscient, c'est-à-dire une carte de l'esprit avec un vide, et tout se fige à nouveau. Car cela questionne l'identité, le libre arbitre, mais surtout l'éducation qu'on a reçue. Quand on veut critiquer Freud, on dit « mais oui, bien sûr, Freud, papa, maman, blabla ». Comme si c'était rien. Comme si le sujet ne venait pas de ce lieu-là. Comme s'il n'était pas parlé, éduqué, subjectivé, comme si finalement on avait tous affaire à un même lieu d'origine et que c'était à nous de choisir, en tant qu'individu moderne, ce qu'on veut être. Hétérosexuel, homosexuel, alors qu'est-ce que tu veux faire mon petit? Est-ce que tu as 4 ans? Est-ce que tu veux être un garçon? Est-ce que tu veux être une fille? Supermarché, on va choisir un shampoing dans 150 marques de shampoing, voilà. Le choix repose sur nous. On doit trouver un travail, l'amour de sa vie, les amis de sa vie, etc. Il n'y a pas d'origine à ça. Et cette acausalité, qui est justement anti-scientifique, montre que la science et l'esprit scientifique qui règne dans les sociétés modernes peut s'arrêter aux frontières de la psychanalyse qui, au contraire, poursuit ce travail de découverte qui sera toujours inaccompli avec cette compréhension du vide dans l'esprit. Donc on est capable d'emmener des hommes sur la Lune, des sondes sur Mars, mais on refuse encore de reconnaître les lois de l'éducation de l'enfant. Comme si ces lois objectives, scientifiques, qu'on peut retrouver ici, maintenant et là-bas, avant et après, liées d'une étude psychanalytique observable et pouvant être répétée, dans le temps et dans l'espace, risquerait de formater l'humanité. C'est-à-dire que envoyer des sondes sur Mars et l'homme sur la Lune, c'est possible, on peut mathématiser tout ça. En revanche, si on se dit qu'il y a des lois qui régissent l'éducation de l'être humain, alors il y a quelque chose d'effrayant qui arrive, c'est que finalement on pourrait
on pourrait s'en servir pour créer une norme générale et créer des petits clones. Alors que la psychanalyse est justement le travail de l'émergence de la subjectivité qui est forcément unique. Pourtant, il y a un domaine qui utilise sans vergogne les découvertes de la psychanalyse de manière scientifique et qui a fait ses preuves depuis plus de 100 ans. C'est le marketing publicitaire. Et ce n'est pas un hasard que un de ses plus grands auteurs soit le neveu de Freud. Le neveu de Freud, Édouard Bernays. Édouard Bernays qui a tout compris du travail de son oncle et qui s'est dit, il y a de l'argent à se faire. D'où un rapport assez conflictuel entre l'oncle et le neveu. Le neveu, il va prendre les découvertes freudiennes et il va les appliquer au champ du marketing et au champ du politique. C'est-à-dire que tu peux dire que la psychanalyse n'a rien découvert ou ces découvertes n'ont rien de scientifique, mais alors le marketing, lui, il est enseigné à l'école et il y a des lois qui marchent bien. Hein, je vais vous citer le cas de 2-3 publicités tout à l'heure pour montrer justement l'influence de la compréhension de la pulsion et du désir du sujet et son utilisation dans la publicité. Alors, Coca-Cola par exemple. Coca-Cola, jusque dans les années 50, c'est Be Really Refreshed, c'est-à-dire le vrai rafraîchissement. Là, à la rigueur, ça va. On achète un produit parce qu'il nous promet quelque chose qui est de l'ordre du réel. Hein, c'est une promesse, c'est sûr, mais en tout cas, on peut la vérifier. Si on prend du Coca-Cola, et n'importe quelle boisson d'ailleurs, hein, de l'eau, on le met au réfrigérateur, on peut être rafraîchi. En revanche, après les années 50, ça va être autre chose. Ce sera dans la toute-puissance et vers la jouissance. En 63, c'est les choses vont mieux avec un Coca-Cola. En 71, I'd like to buy the world a Coke. J'aimerais offrir un Coca-Cola au monde entier. En 2006, les campagnes sont prends la vie côté Coca-Cola. Faut que j'y aille. Prends la vie côté Coca-Cola. Et puis ensuite, open happiness. Ouvre du bonheur. Et le bonheur est là. Je ne vais pas vous parler de la publicité Dolce Gusto 2017, que je fais quand même, faites de l'ordinaire extraordinaire, ou du pain de mie Harris, c'est extraordinaire le quotidien. Prenez une tranche de pain de mie, c'est extraordinaire. Dior sauvage, un homme quitte une ville sombre, donc ça c'est un spot publicitaire, avec des lumières artificielles en néon dans un sous-sol, quelque chose d'un peu dépressif. Il dit qu'il doit quitter les lieux, et il va où? Il va dans le désert, écrasé par le soleil, creuser un trou pour mettre ses bijoux et le reboucher, évidemment. Qu'est-ce que je cherche, dit-il? C'est invisible, mais je peux le sentir. C'est magique. Dior. Dior, j'adore. Dans un désert plat, une femme marche sous la pluie, le temps est sombre, elle dit « La pluie m'effleure ». Le temps s'éclaircit quand elle dit ça. Elle porte une robe dorée, il fait très beau, un grand soleil brille. Je regarde le soleil, dit-elle. Elle peut regarder le soleil. Et le soleil lui parle. Le soleil me dit « Cours ». Alors elle court. Mais c'est désormais sur l'eau. Jusqu'à ce qu'elle se mette à genoux, s'enduit de l'eau qui est à sa portée comme d'un parfum. Elle porte l'eau dans ses mains, de profil avec le soleil qui s'y confond, et elle dit « Tout tourne autour, l'eau, la terre, le soleil et moi ». Donc là, c'est quasiment maniaque. Hein. Avant, elle était plus dans la perversion, là, avec le fétiche, là, on est carrément dans une totalité absolue. Elle marche avec le soleil derrière sa tête et elle dit « J'adore ». Donc nous voyons à quel point l'être et l'avoir sont en jeu dans le marketing publicitaire. À quel point la psychanalyse est critiquée pour ses manques de résultats, alors qu'ils sont sonnants et trébuchants, pour ceux qui savent l'utiliser. C'est pas un conseil que je vous donne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on dit la psychanalyse, ça n'est pas une science, mais on vit dans un monde qui est façonné par la psychanalyse. On porte des parfums qui sont façonnés par la psychanalyse. On circule dans des voitures qui sont façonnées par la psychanalyse. Même nos cheveux sont lavés par la psychanalyse.
Il y a 100 ans, Edward Bernays a été payé par American Tobacco Industry, qui lui a dit « c'est pas normal, on perd de l'argent parce que les femmes ne fument pas ». C'est mal vu, donc on perd de l'argent, les femmes ne fument pas. Il y a un manque à gagner qui est terrible. Edward Bernays dit « pas de problème ». Il invite une armée de photographes, il fait venir des très belles femmes, très jeunes, une espèce de cohorte comme ça, de femmes très élégantes, qui ont une cigarette dans l'entrejambe, là où se situe leur porte-jartel, elles la sortent tout en même temps, elles la mettent dans leur bouche et elles l'allument. Et les journaux appellent ça les torches de la liberté. C'est drôle, malheureusement, ça a créé beaucoup de cancers, et surtout Goebbels s'en est inspiré, en citant d'ailleurs Edward Bernays, comme un de Edward Bernays qui était juif quand même, comme quelqu'un dont le travail l'a influencé. Donc, pour finir, la place du vide est essentielle pour tout ce qui mène à la science. Sans inconnu, sans X, pas d'équation ni de découverte. On ne saurait guère soutenir qu'au XVIe siècle, un siècle après la prise de Constantinople, en 1453 par les Ottomans, les Ottomans et les Chinois manquaient de ressources techniques, ça n'est pas vrai, ni de ressources économiques ou militaires. C'est simplement que cela ne les intéressait pas, ce vide. La première carte chinoise du monde à indiquer l'Amérique ne fut publiée qu'en 1602 par un missionnaire européen. Aujourd'hui, cette reconnaissance globale de la place du vide, y compris dans la construction du sujet, et surtout dans sa construction, représente un enjeu essentiel entre ceux qui décident d'arrêter la science à la frontière de la psychanalyse, comme les Chinois et les Ottomans l'ont fait à la frontière des terres connues avec le déni du vide dans leur carte, laissant alors nos résultats indéniables et vérifiables dans l'ombre et les mains des marketeurs publicitaires, et ceux qui continueraient, c'est ceux qui continueront, et j'espère que c'est ce que nous allons faire, de se lancer vers ce vide, ce puits, qui est bien le lieu de la science, afin que celle-ci ne devienne pas un totalitarisme asubjectivant, qui transforme le signifiant en signe, et risque d'installer toujours plus le malaise dans la civilisation. Merci.